You were saying the other night at dinner that L'autre soir au dîner, vous disiez que you feel that your films have a better reception here in America than in France, that you owe your career to American audiences. Could you say more about that to this particular American audience? Est-ce que vous pourriez leur en parler un peu? C'est-à-dire que quand j'ai fait 36 fillettes, en fait, et d'ailleurs le film d'avant, j'étais la plus mauvaise metteur en scène français de l'année. Mais je pense qu'il y avait une part, parce que j'étais une femme, et que je voyais... je fais des films sur l'ultra-intimité. Et ça, c'était pas supportable pour des Français. When I made 36 Fillettes, but also with the previous film, I was considered the worst French director of the year. And I think that it has something to do with my being a woman, but also with the fact that I made films on the ultra-intimate, which was unbearable to French audiences. Et même le président d'Unifrance Film s'était déplacé pour dire que le Festival de New York faisait une très grave erreur en m'ayant sélectionné. Even the president of Unifrance Film had bothered the trip to say that the festival had made a grave mistake by selectioning me. Oui, 2 pages dans le New York Times quand même, pour dire ça. 2 pages in the New York Times to say so. Puis finalement, ça a été un très grand succès. Je voyais dans la salle que le public américain riait là où je ris, moi. Et je pense que la France, en fait, il faut faire ou de la comédie ou de la tragédie. Ils ne comprennent pas les deux mélangés. And it had been a great success in the end, and I felt in the American screening room that the American audiences were laughing when I was laughing when I was editing it, whereas the French audiences seemed to not understand something about the mix of comedy and drama together. They expect them to be separate. Voilà. Le film a eu un très grand succès ici, et il a été vendu partout, et c'est grâce à ça, ça a quand même interpellé les Français. Et c'est vraiment grâce à ça que j'ai fait un autre film après, sinon je n'en faisais plus. And so the film was well distributed, and that interpolated the French audiences and the French film market. Without that, I wouldn't have been able to make another film. You should frame the pages in the New York Times. It would make great art for your bathroom. Tu devrais encadrer les 2 pages du New York Times, ça serait une super décoration pour tes toilettes. You have said in the past that the French are hostile to sexuality. Paradoxically, I think that one reason American audiences thrill to your work is that they perceive it as being an intrepid exploration of the very sexuality that is repressed or denied here in America. La sexualité intrépide qui justement est réprimée aux États-Unis. We see ourselves as puritanical and the Peut-être French. effectivement, mais bon, là je dois quand même dire une chose, c'est que ce film-là a été extrêmement bien reçu en France, hein, par la critique. L'été dernier? Oui. That may so be, but I should still say that last summer was very well received by the French critique. Peut-être grâce à Léa, qui est ici d'ailleurs. Maybe thanks to Leah, who's here present with us. Yes. As Madeleine pointed out, you were an author before you were an auteur, which I realize will be difficult to translate into French. A writer before you were a filmmaker. In A Real Young Girl, there is a moment when I think in voiceover, she describes how she vomited on herself, and this experience of being repulsed by her own body, maybe something like that, made her write in her diary for the first time. I was wondering if you could recall the first time you wrote in your diary, what was the inciting incident? Moi, je n'ai jamais eu de journal. J'ai décidé de devenir écrivain quand j'avais 12 ans et metteur en scène en voyant La Nuit des forains de Bergman, et écrivain en découvrant Lautréamont. Et ensuite, comme je voulais être metteur en scène, j'ai évidemment, après le bac que j'ai eu à 16 ans, je voulais intégrer l'école de cinéma française. Là, je n'ai pas été autorisée à l'intégrer comme metteur en scène futur, mais comme script
ou monteuse. Alors je me suis dit, je serai un écrivain et on me demandera de faire un film sur mes livres. Comme je suis très très jeune, forcément, je serai édité. C'est ce qui s'est passé. Par contre, il a fallu attendre le 3e livre pour qu'on me demande de faire un film sur ce livre-là. C'était un très grand producteur français qui a fait faillite, malheureusement. Et le film est resté coincé au laboratoire pendant 20 ans, ou 25. Et curieusement, vous voyez, le laboratoire a quand même laissé sortir le film au moment où j'avais une rétrospective à Rotterdam où j'ouvrais avec Romance. Et là, c'est encore un journal américain, le New York Times, qui a fait une bonne critique. Et non seulement j'ai pu récupérer tous les droits du film, mais le CNC, j'ai obtenu une subvention pour payer le laboratoire. Et j'avais, ce qu'on dit toujours qu'il n'est pas sorti parce que le sujet, et que c'est cette raison pour laquelle il n'est pas sorti, pas du tout. C'était une raison financière. Parce que j'ai toujours dialogué, moi, avec la censure. Et curieusement, quand on voit mes films, mais on ne pourrait plus les faire maintenant. Et moi, j'ai toujours eu mon visa de censure. Je les convainc. Parce que, par exemple, pour effectivement une vraie jeune fille, je leur ai dit, et j'avais déjeuné avec Roberto Rossellini juste avant de partir tourner ce film, et je lui avais dit, je devais être très très arrogant, persuadé que j'étais un très grand metteur en scène avant d'avoir tourné un plan. Donc je lui avais dit, j'avais dû l'agacer un peu, il m'avait demandé, mais qu'est-ce que vous croyez que vous allez apporter de plus à la vie d'une jeune fille que les metteurs en scène n'ont pas déjà filmé? Et je leur ai dit, mais il y a des très grands metteurs en scène masculins et je les adore. Mais il y a quand même une chose, c'est que moi, je vais filmer le regard de la honte. Et la honte, c'est vous qui nous la donnez et nous qui la portons. Donc c'est un sujet très très spécifique et qui est le mien. Je continuerai après. Je vais commencer. So at the age of 12, I never had a diary myself, but at the age of 12, I decided I would be both a director and a writer, a director seeing Bergman and a writer reading Lautréamont. And at 16, I wanted to integrate the French cinema school to pursue this goal, but I wasn't allowed to go into the directorial cursus. So instead, I got the choice to be either a script girl or an editor. And so I thought that I would begin by being an author, and that this way people would eventually ask me to direct my own books. I had to wait until the 3rd book for that to happen, but it eventually did. A great producer asked me, but the film stayed in the lab for a very long time because he went bankrupt. And so for 20 to 25 years, nobody could see it until I had a retrospective at Rotterdam when I was opening with Romance, and the New York Times again is the one who gave me a very good review. A very good critique, and then that allowed me to buy back the rights to my own film with public funding from the CNC. And a lot of people said that it was because of the topic of the film, that it had been censored, but that's actually not true. It was financial reasons that made it so that I couldn't get my own film back, because in truth I've always been in dialogue with censorship and always found a way to negotiate. And then at the time, when I made A Real Young Girl, right before leaving, I met Roberto Rossellini before I ever filmed my first shot, and I must have been very arrogant to tell him because I seem to have irritated him a little bit, that he said to me, what do you think you have to bring to the subject of young girlhood? So much already exists on it. To which I responded that there were a lot of great male filmmakers that I admired very much, but that this would be new because I would film the look of shame that you give us and that we carry. Okay. So you don't have a diary? Donc vous n'avez pas de journal intime? Non, j'ai pas de journal intime, mais j'avais écrit un livre d'abord à 15 ans, et ensuite j'ai écrit L'homme facile, donc à 17 ans. Mais si vous voulez,
Bon, j'étais quand même obsédée par faire du cinéma. C'est quand même ça que j'aime et que je veux faire. Donc je suis partie tourner ce film après ce déjeuner avec Rossellini. Et je ne savais rien faire, puisque je suis absolument autodidacte. Je ne savais pas ce que c'était qu'un raccord, rien du tout. Mais j'avais envie, je me suis inspirée de la peinture hyper réaliste américaine. Et ça, c'était une bonne idée. Parce que le cinéma, c'est le cadre. On le dit assez peu. Hein. Du coup, j'ai cadré énormément ce film. Et à partir du moment où on cadre, tout raccorde. Parce que c'est beau. Tout ce qui est beau et signifiant raccorde. Donc après, j'ai essayé de faire un film plus comme font tout le monde, avec les raccords usuels, et je m'en veux. C'est beaucoup mieux quand je fais les miens. So no, I don't have a diary, but I wrote my first book at the age of 15. At 17, I wrote A Man for the Taking, but my real obsession was with cinema. I really, making films was what I wanted. So after that lunch with Rossini, I left for my first shooting ever, and I was completely self-taught. I really knew nothing. I didn't know anything about continuity or anything of the like, but I was very inspired by American hyperrealists painting, which was a good thing to be inspired by, because it taught me everything I needed to know about frame. And really cinema is frame, which we maybe don't say enough, and that then gives the continuity that you need, because beauty and signification make for continuity in a way that I then sort of betrayed when I learned how to work continuity in the more conventional way, which I then regretted, because something in the previous films was much more alive. Yes. Okay, then let's talk about the last frame of last summer. Possibly the darkest ending in all of your films, I think. Not only literally darkness and closing the view, but in terms of what it seems to represent, the triumph of marriage over sexuality. If you've seen the film, you know it's dark, dark, dark. The only thing remaining is the golden glint on the wedding ring. And in your first book, is it your first? Yes. I always thought it was called A Man for the Asking, but A Man for the Taking. No, that's my bad. Okay. Que dans votre premier, dans Un homme facile. Yeah. In that book, the man talks about binding his younger female girl lover to him like a pigeon with a ring. The ring is like a homing device. In Bluebeard, the older sister, the more traditional one, says that marriage is when two people love each other, they kiss in public, and they wear rings, to which the younger sister replies, actually, it's when you're homosexual. Mais j'adore les enfants, j'adore tourner avec. D'ailleurs, cette petite fille de Barbe Bleue, mais j'en étais folle tellement elle était bien et on s'adorait. Et dans l'été dernier, je recherchais une petite fille que j'aimerais autant que cette petite fille de Barbe Bleue, justement. Et en fait, je l'ai trouvée. Peut-être pas tout à fait autant que Marie-Lou, mais quand même. Elle me subjuguait, d'ailleurs. Les deux petites chinoises, elles me subjuguaient. Je commence comme ça. I really love children. In this little girl from Bluebeard, I loved so much that that she was really what I had in mind when I sought out the little girl. In last summer, I was trying to find somebody that I would love as much as I loved Marie-Lou, which I sort of found in those little, the two little Chinese girls that subjugated me. Oui, et pour un tyran comme moi, c'est quand même tout à fait contradictoire d'aimer tellement tourner avec des enfants. Parce qu'on ne peut pas les diriger d'une main de fer. Il faut juste qu'ils vous aiment. Et qu'ils soient tellement contents de tourner. À ce moment-là, ils sont très très généreux. Et puis, mais ce que j'aime avec mes acteurs, les acteurs adultes, je les dirige d'une main de fer, comme pourra vous dire Léa. Mais c'est uniquement pour les mettre dans le cadre. Parce que s'ils sont formidables, mais qu'ils
ils se mettent de profil par rapport à la caméra, qu'il n'y a pas exactement... Vous voyez, c'est comme un tableau quand même, un plan. Donc il faut qu'il y ait les lignes de force, il faut qu'on voit surtout les visages avec les yeux et tout. Et ça veut dire que mon cinéma, qui a l'air très, très, très intime et très, très naturel, c'est une illusion totale. Tout est faux, sauf le jeu. Mais autrement, les mouvements sont diaboliques et complètement faux. Donc c'est un travail presque... C'est un travail chorégraphique et très, très compliqué pour les acteurs. And it's a bit paradoxical for a tyrant like me to like to work with children so much, because children can't be directed with an ironclad hand. They only respond to love and joy, to be as generous as they can be. Whereas with the adult and professional actors that I work with, as Leah can tell you, I am tyrannical, but it's only just to keep them in the frame, because they can be as great as they want to be. If they're sideways, or if we only have the side of their faces, it doesn't matter. A shot is like a painting, and it needs to have its perspectival lines and to respect where the eyes need to be, which is to say that my cinema, in all of the sort of natural intimacy that it exudes, is actually always only a completely artificial, false makeup. Everything is false in it except for the acting. Et bon, je répondrai à la question tout à l'heure. And I'll answer your question later. Oui, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'un film, tout le monde croit que c'est un scénario et un scénario. Ça, c'est les producteurs pour se rassurer. Tout le monde pour se rassurer. Évidemment qu'il faut que le scénario soit bien. Mais le scénario, c'est des lettres. C'est du papier. Un film, c'est incarné. Et à partir du moment où on a choisi les acteurs, les dés sont jetés. C'est ces acteurs-là qu'on verra. C'est eux qui feront le film, et vous ne verrez vous verrez plus le scénario en papier, là, qu'on peut jeter à la poubelle. Et une fois qu'on a choisi ces acteurs, tout, et donc dans l'incarnation, mais tout va changer. Parce que tout d'un coup, les gestes, les mots qui prononceront, tout ce qu'on a écrit, bon, il va rester évidemment les dialogues. Mais les dialogues, on peut complètement leur faire dire autre chose que ce qu'on a cru qui était écrit. Et puis, il faut aussi se laisser la liberté il y a ce qui s'appelle l'écriture cinématographique. Et là, il faut se laisser toute la liberté de faire ce qu'on veut. Et généralement, c'est toujours des plans qu'on a très peur de faire. Donc, je reviens au plan de la fin. Effectivement... Il n'était pas du tout prévu, pas écrit ce plan-là, comme ça. Si, il était écrit, mais tout d'un coup, j'ai eu envie, ça me vient toujours soudainement, parce que je vois les choses, je vois comment le film a progressé. D'habitude, je veux absolument que les scènes, même de nuit, les acteurs soient vraiment éclairés. Et là, j'ai dit à ma chef opératrice que ce que je voulais, c'était vraiment une lumière funèbre, ténébreuse. Et je lui ai dit, je voudrais qu'on ferme non pas en post-production, faire un fondu au noir, mais manuellement. Alors c'est beaucoup plus risqué, mais le résultat est beaucoup plus poétique. La bague qui brille dans la nuit, on ne l'aurait jamais eu avec la post-production où ça aurait été minable. Et voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'il faut se dire aussi que les images, il faut du réalisme parfois l'expressionnisme et parfois de la poésie pure. Et ça donne des sens beaucoup plus subtils à un film quand on passe comme ça du réalisme à là. Et là, c'était un peu de la poésie pure, mais en même temps, ça m'amusait, cette bague qui brillait dans la nuit, cette alliance, c'était tout ce qui restait du mariage, mais en même temps, après, elle ressemble à l'étoile du berger, ce reflet. Donc, quelque chose de fondamental qui vous trace votre chemin. Parce qu'il y a deux sortes d'amour, et dans le fond, il y a celui qui vous embrasse, qui est la passion irrésistible, qui ne dure pas très longtemps. Mais après tout, l'amour conjugal, c'est très bien aussi. Ça vous enferme.
Mais on est protégé. Il y a aussi quelque chose de magnifique. Il y a une famille. Il y a ces deux petites filles. Elle ne peut pas tout briser. Parce qu'elle aime aussi son mari. C'est autre chose. Avec le jeune garçon, c'est autre chose. C'est quelque chose d'irrésistible qui est très beau. Mais bon, qui n'est pas toute la vie. La vie, c'est plus grand que... So people think that the film is the script, and that's really the producer thinking or speaking to reassure himself, because a script is made of paper and of letters, whereas a film is all about its incarnation. So once you choose your actors, you kind of rolled the dice, and that's what people are going to see, and nothing of the script is going to remain, except for the dialogue. But even the dialogue can be made to say, or can reveal itself to be saying something else than we assumed it was saying when it was just written. On top of that, then, to answer your question, there is such a thing as the cinematographic writing and the freedom of that, which is to say the writing with images, and often the shots that are most important are the shots that we're afraid of. So the scene that you speak of, the last scene, was of course written, but I had the sort of emerging idea, which happened suddenly, that I wanted everything to become dark, but that we weren't going to do this fade off in post-production. I asked my DOP to do it manually on the camera, which is a lot riskier, but also a lot more poetic. And had we done it in post-production, we would have never gotten that reflection off the ring in this way, which was a kind of miracle of the event. And so I think it's important with images to always oscillate between realism, expressionism, and pure poetry. And maybe that last shot is a shot of pure poetry in that light that is all that remains, and that starts to look like like the northern star. And in some way, that is what this marriage is. It's what traces your path ahead, but also back, and because there's two kinds of love: the irresistible passion that she feels with a teenager, which tends to be short-lived, and then the other side, conjugal love, which can be very good too. Even if it ensnares you, it also protects you, and she has this whole family that she's not ready to just sort of send to shambles, and she loves her husband also. Et pour revenir à comment un scénario n'est pas le bronze qu'on croit qu'il est, moi je dis, quand mes acteurs m'ennuient, je me dis toujours que c'est parce qu'ils jouent ce que j'ai écrit tel que c'est écrit. Et que peut-être cette phrase, ça peut être plusieurs choses. Ou c'est la phrase toute simple telle que je l'ai écrite, et c'est ça la pensée. Ou c'est un mensonge qu'on se fait à soi-même, et là ça complexifie beaucoup. Parce qu'un mensonge qu'on se fait à soi-même, c'est pas un mensonge qu'on fait délibérément à l'autre. Et parfois, c'est un mensonge délibéré. Bon, dans ce film, il y a un mensonge délibéré qui est exactement et absolument incroyable. Et c'est ce qui m'a déterminé à faire ce remake d'un film danois. Mais même dans ce mensonge éhonté que seule une avocate pénaliste, parce qu'en France, la justice est basée sur le mensonge, il faut savoir ça. Vous, Américains, vous comprenez sûrement pas ça. And so to come back to this idea of the stone-carved script, I often think that when my actors bore me, they bore me because they're playing what I've written exactly as I've written it. So then I start to look at the line and to wonder what the line could be saying other than what is plainly on paper. So it's either to be taken at face value, or perhaps it's a lie, and oftentimes to give some of the density, a lie that one tells oneself, which is different than the kind of deliberate lies that we also see in this film, especially the one big deliberate lie, which is what had seduced me in the Danish original film and made me want to make the remake at all. And this lie that only a criminal lawyer or a penal lawyer could have taken on, because in France the entire justice system is based on lies, which is not necessarily something that you Americans can understand. Oui, parce que si vous voulez, l'accusé a le droit de mentir, ou de garder le silence d'ailleurs, et les très très grands avocats pénalistes, ils savent très bien dire des contre-vérités, mais incroyables et éclatantes, de manière à insinuer le doute. Et c'est finalement ce que fait Anne dans mon film. Elle insinue le doute.
Because one thing is that the accused has a right to lying as well as a right to silence. And what great lawyers do is to introduce counter-truths that are blatant enough that they will introduce doubt. And that's really the strategy that Anne does in this film, that Anne has in this film, to speak such a counter-truth as to erect doubt. Mais en même temps qu'elle insinue le doute et qu'on la voit mentir d'une manière éhontée et stupéfiante, moi, je me suis beaucoup inspirée de cette phrase de Jean Cocteau que j'adore, qui est « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ». Parce que dans ce mensonge éhonté, il y a aussi des vérités qui apparaissent, des vérités du couple. Donc vous voyez, le film est quand même très complexe, parce qu'il est beaucoup sur le déni. Le déni, c'est pas qu'on croit totalement, c'est qu'on ne veut pas savoir. And so, by introducing doubt in with this stupefying and shameless lie, I was inspired by Cocteau's line, who says, "I'm a lie that's always speaking the truth." And I think this lie does illuminate other truths about the marriage, and then the film becomes fundamentally about denial, which is to say, to speak the inverse of what one knows but represses because one doesn't want to know. Yes. Et en fait, ce film est vraiment un cas d'école pour les gens qui se demandent comment un scénario devient et un film, et quel film. Parce que comme je suis assez paresseuse malgré tout, j'ai très très peu changé même les dialogues du film danois. Et il y a des scènes en particulier où les dialogues sont mais exactement les mêmes. Et cependant, ça veut dire une chose très très différente. Parce que je ne sais pas si vous avez tous vu le film ou pas, sinon vous verrez, j'espère. Bon, ben vous verrez quand l'adolescent vient dans le bureau de Léa et qu'il lui dit, et ça c'est vraiment dans le film danois, « Je veux que mon père sache la vérité ». Dans le film danois, c'est ça qu'il veut. Dans le mien, c'est elle qu'il veut. Mais il ne se le dit pas. Il y a quand même un déni. Et il arrive en disant quelque chose qui est vrai aussi. Il veut que son père sache la vérité. Mais il la veut encore plus, elle. Et elle, en avocate et quand même en maîtresse femme, elle lui assème aussi des vérités. Et ça finit par être une... Comment il ne pourra pas faire croire ce dont il la menace, c'est de la dénoncer. Mais... en même temps, ils sont tous les deux au bord des larmes. C'est une scène d'amour et un règlement de compte. Et donc ça, c'est tellement différent du film danois, avec les mêmes mots et la même scène. Vous voyez comme le metteur en scène compte. Et d'ailleurs, la fin du film, mon producteur, il ne voulait pas du tout cette fin-là. Mais c'est exactement ce qui a été écrit. Sauf que j'ai transformé la fin en une fin très, très amoureuse et d'amour fou. Et je lui ai dit à mon producteur, je vous ai trahi, Saïd. Yes. Mais bon, en même temps, je ne pouvais pas trahir le film. Moi, ça me vient comme ça. C'est pas que ce que j'avais écrit, je croyais que c'est ce que j'allais tourner. Et tout d'un coup, que voulez-vous, on ne filme pas un scénario quand on filme. On a aussi de l'inspiration. Et ça ne veut pas dire qu'on improvise du tout. Ça veut dire que le film prend tout d'un coup le pouvoir qu'on a. Vos acteurs ont déjà fait des scènes absolument qui m'ont ébloui et qui ont changé la fin du film parce que c'est la continuation de l'histoire. Et ça se fait aussi, on invente. On invente parce qu'il y a une espèce d'inspiration, les acteurs aussi. Au début, ce qui est très dur dans un film, c'est les 2 premiers jours de tournage parce que personne ne sait ce qu'on va faire et quel film on va faire. Alors c'est très très compliqué parce qu'on le cherche à tâtons. Tout le monde a peur, moi j'ai très peur. Les acteurs ont très peur. Et puis, c'est très très difficile et très violent les 2 premiers jours d'un film. Mais ça y est, le film commence à apparaître, les personnages commencent à exister et c'est le film qui prend le pouvoir. Et les acteurs qui rentrent dans un rôle
dont il ne pouvait pas avoir le schéma avant, même en lisant, ce qui n'est pas des mensonges. J'ai quand même filmé le script, mais avec autre chose. Par exemple, la scène du mensonge, Léa pensait que, comme les mots sont très, très, très violents, elle pensait qu'il fallait le faire violemment. Et tout d'un coup, je ne l'avais pas pensé avant. Je lui ai dit méchamment, je crois, parce que non, c'était pas ça, que c'était horrible et qu'il fallait qu'elle pense à Kim Novak dans Vertigo, qu'elle soit impassible de glace et justement qu'elle dise ces mots affreux qu'on pouvait imaginer qu'elle disait presque en criant un peu Virginia Woolf, quoi. Non, il fallait que ce soit Vertigo. Et donc qu'elle soit impassible totalement. Et du coup, c'est magnifique. C'est l'inverse de ce qu'on aurait pu imaginer. Même moi, d'ailleurs. Mais c'est, vous voyez, on voit l'image du film. Oh, oui, je m'arrête. So this You film do can really... psychoanalysis because you're very good at talking in unbroken stretches of time. Ce film est this film is a case study of what happens when you find what film a script can be. Because I don't know how many of you have seen the film or how many of you have seen the Danish film, but most of the dialogue is truly identical to the original that it's a remake of, and yet it means such a different thing. An example of that is the office scene when the teenager comes to see her and says that he wants his dad to know the truth. That is a sentence that in the Danish film is said at face value, but that here is a sentence of denial because he wants her more than he wants that, though he might want it also. And her lawyer self, she responds a whole lot of platitude about how nobody's going to believe him and the kind of stakes of that scene. But in the same way, both of them have tearful eyes, and so it's really a scene that becomes a scene of love and of sort of parsing out what they owe to each other. In that scene, which Leah had thought would maybe be kind of Virginia Woolf-like because of the violence of the lines, I said to her, probably very meanly, as I recall, that she was wrong, and that in the contrary, it needed to be kind of a Hitchcockian frozenness from which she spoke, a kind of Kim Novak sort of situation. Then the producer, Said Ben Said, didn't want the end that we ended up having. I made the end a lot more loving than was originally planned, though we didn't change anything to the writing proper, once again. And I said to him that I had betrayed him, but it was better to betray him than to betray the film, because the film in some ways is this sort of live material that starts to take over and take power over its own making, and there's a lot of invention and inspiration that's happening on set, which isn't the same thing as improvisation. And for this reason, the first 2 days of filming are really the hardest and the most violent, because nobody yet knows what the film is, and the film hasn't sort of taken over yet, and so we're all kind of stumbling to find who the actors are and what the film is going to be. And once it starts to take over, this kind of inventiveness occurs. Incredible. You're like a waitress at Applebee's. I've never seen anything like it. During the screening of last summer here, there was a older woman sitting behind me who seemed not to have read the description of the film before entering into the screening. So every time Anne, made a bad or harmful decision, essentially every time she entered or re-entered into sexual intimacy with this boy, the woman behind me was like, oh, no, God, oh my God. And, an hour in, I felt very frustrated, why are you here? Because her reactions were like, I can't believe I'm watching this. It's like, then leave. But later, of course, I realized that while in the moment I was frustrated, really deeply I'm sympathetic to her, because you do feel held hostage in the movie theater. The screen is bigger than you are, bigger than your head. The actors are bigger. The voices are louder. You are enthralled, and you're bound to the
medium in a particular way. It's not like a book you can read faster or slower. You're stuck waiting for it to end whenever it decides to end. And so I wonder, for you, I guess I wonder about your sadism is the question. Non, mais j'ai toujours dit, moi, que effectivement, la lecture, c'est la liberté. On devient ce qu'on veut, on peut se projeter dans les personnages, tuer, aller devenir le meurtrier ou au contraire l'amant, vivre dans une époque ou dans un autre, être méchant, être gentil, être dans un pays ou bien un autre, c'est la liberté absolue. Le cinéma, et ça vous venez de le dire, je le dis toujours, l'image est captatrice. Elle vous force. Et c'est pas du jugement. Moi, je me considère comme un metteur en scène d'émotion. L'émotion, elle vous emporte, elle peut vous révolter. Mais je pense aussi que c'est très, très, très important, le cinéma et surtout la fiction au cinéma. Parce que, je crois que dans ce film, j'ai laissé une fin très ouverte pour que les spectateurs aient leur propre désir et leur propre morale. Mais c'est vrai que ce qui n'est pas moral au cinéma, il faut toujours se dire que c'est de la fiction et que je ne suis pas là, moi, pour faire des choses moralistes. Le cinéma moraliste deviendrait le plus mauvais du monde. On a déjà connu d'ailleurs, ne serait-ce qu'en Union soviétique, si on veut faire pareil. Bannissons les mauvais sentiments des films. What you just said, and I agree with, is something I've always said, which is that literature is freedom, that reading is freedom, that it opens to a becoming, that it has a lot more liberty in it. You can become each of the characters and go from place to place, be the lover, the murderer, across different epochs and across different countries. Whereas in cinema, the image keeps you captive in this way, that I agree with, and I think that I'm a director of emotion, and emotions can overwhelm and subjugate you, but that's and there can be indignation also, but that's why fiction is important. And in this film I left a rather open ending so that each could have their own moral interpretation, but generally I can say that that's what fiction really is serving for, is that I'm not here to make a moralistic film. We've seen what it's like in the USSR, for example, and that's not the kind of cinema that I want to be making. So every time there's something like that, that's the place of fiction's importance. Parce que malgré tout, les idéologies de la pensée unique et du bien, ça a toujours été totalitaire. Il faut s'en méfier énormément. Je raconte toujours, moi j'adore un petit livre d'Italo Calvino qui s'appelle Le Vicomte pourfendu. C'est un seigneur sanguinaire, un méchant, injuste. Et puis il s'en va faire les croisades. Et il est pourfendu. Et c'est la bonne moitié qui revient. Et là, ces sujets, les villageois sont... Mais n'en croient pas leurs yeux. Il est bon, il est gentil, il fait le bien. Il est tellement parfait. Il n'a pas un seul défaut. Il ne commet pas une seule injustice. Et puis, petit à petit, il se met à le haïr encore plus que quand il était méchant. Et il souhaite que ça soit la partie méchante qui revienne. Parce que humain, ça veut dire faillible. Ça ne veut pas dire rigoureusement, ne commet aucune faute, est intransigeant. Il faut se méfier des Savonarola de la pensée. And because we've seen the danger of sort of a single value thinking, and that is necessarily totalitarian. I often think of a small book by Italo Calvino, in French it's called The Vicomte pourfendu, which is the story of this landowner who is bloodthirsty and very terrible, and he goes off to as a crusader, and he gets cut in half, and only the good half comes back. And his subjects can't believe it. He has become this man of justice, and he is absolutely without fault. And yet as the book goes on, they start to hate him more than they hated him when he was full, because to be human is to be fallible and not faultless.
Et moi, je trouve que c'est ça qu'il faut avoir, une pensée un peu plus souple, un peu plus double. C'est ça l'humain. Yes. Around the time of Sleeping Beauty, you said that all of your films. Oh, sorry. Did you want to translate the last? Just to have thought that is more double and more flexible is what makes us human. Okay, good. Because my next question is about doubles. Donc la prochaine question est sur la double. Around the time of Sleeping Beauty, you said that all of your films essentially told the same story, the story of a young girl coming into herself, her sexuality, her imagination, desire, so on, that seemed to change with abusive weakness. Now in this film again, there's not one young girl, but two. And there's a conflict between sisters. We talked about the younger sister versus the older sister in Bluebeard, also, of course, in Fat Girl. Conflict between the more traditional, conformist, perfectionist, beautiful older sister and the rebellious, perverse younger sister. My favorite parts of this film were about the sisters. I wondered if you could talk about either sisterhood as a theme in your work or your own relationship with your sister, which, as I understand it, was in disrepair after Fat Girl, repaired after Bluebeard, and now Ma sœur, ça va, ça vient, comme dirait Théo. My sister, it comes and goes, like Theo would say. Oui, mais par contre, quand la phrase « tu es ma sœur quand même », ça, je le dis, et voilà, c'est ce que je pense vraiment de ma sœur. J'ai décidé de ne plus jamais me fâcher avec elle, on est trop vieille pour ça. Mais elle est insupportable, qu'est-ce que vous voulez? But the sentence in the film, "You're my sister still," is very much how I feel, because I decided I would never fight with my sister again, because we're too old for that, despite how unbearable she is. Non, je pense que ma sœur n'a jamais supporté ma naissance. Elle a 13 mois de plus que moi. Je l'ai dépassée très vite. J'étais en bien meilleure santé, très forte. My sister never got over my birth. She's only 13 months older than me, but I very quickly outgrew her, and I was in much better health, and I was much stronger than she was. yeah. Et maintenant, on est deux vieilles dames indignes, deux sœurs indignes. And now we're two indignant old women and two indignant sisters. I liked the answer you gave when I asked you about her at the dinner, and you said, "We are not speaking, but I'm great friends with Claire Denis." You remember? But the scene in the film, you know, at Christmas time, when Anne goes into the kitchen, I believe, or she goes into another room, and you know, it's like I might be getting this wrong, I apologize if so. I believe it's sort of like a medium wide shot. She's going to the kitchen, we see her looking for something, then suddenly very close, it's her face, and right there is her sister's face. We don't see or hear her sister enter, it's just suddenly we're right there, and it feels as if we are in her head. And I wondered if you could talk about how within the illusion you create a further or a heightened sense of unreality. Do you see what I'm saying? Like, you've said that everything in your films is unreal except the acting, but there are still levels to the unreality, and this moment was so dreamlike to me. It looked like pure wish fulfillment, as if she were hearing what she wished her sister would say. And I wondered if you could talk about this moment, which I think is my favorite in the film. Oui, mais ça, c'est justement le genre de plan où je me demande si j'ose faire ça. C'est pas réaliste. Et c'est une rupture de réalisme. Alors, je me demande si j'ose faire une chose pareille. Pour Clotilde, dont c'était le premier plan, ça a été horrible. Léa était imperturbable, impeccable, et savait extrêmement qu'est-ce qu'était son personnage.
Clotilde pour apparaître et tout, dans l'image aussi subtilement. C'était millimétré. Mais une actrice qui fait son premier plan, son visage se durcit. Alors je lui hurlais, non, pas comme ça, pas comme ça. Et je sais, quand on est arrivé à faire enfin le plan, Léa restait toujours stoïque, exactement comme j'aimais, toujours en place et tout. Bon, Clotilde ne savait pas encore. Et Léa lui a dit « Bienvenue au club ». Mais c'est très amusant de faire un film, il faut le savoir. C'est très dur, c'est très violent et c'est très amusant. Ce film s'est fait en état de grâce. Et il y a des plans, tous les plans qui sont finalement, c'est pour ça que je parle d'écriture cinématographique aussi, tous les plans que j'osais à peine faire et que malgré tout je me suis dit tant pis, je l'ai fait parce que je suis folle moi, alors je fais. Et bien c'est tous ceux qui sont très très beaux. Et ce plan-là, quand même mon producteur, quand il l'a vu, il a dit bon, on le montrera pas. Quand Théo se promène derrière la vitre au petit déjeuner, je l'ai tout d'un coup mis derrière la vitre. Mais il y a 2 autres plans où ils prennent tout simplement le petit déjeuner, qui sont très très bien. Et Saïd m'a dit, oui, la scène est très bien, mais on ne montrera pas celle avec Théo derrière. Et bien c'est tous ces plans exagérés que j'ai peine à... Quand ils sont dans l'herbe, ils ne devaient pas être dans l'herbe, figurez-vous. Mais je me suis dit, tant pis, je vais les mettre dans l'herbe, j'en ai envie. Tous ces désirs soudains de metteur en scène, c'est finalement ça, la mise en scène, c'est de faire ce que personne ne se permet de faire, parce que c'est dangereux. Mais bon, moi, je suis une adepte du CID et à vaincre sans danger, on triomphe sans gloire. Donc il faut prendre des risques quand on tourne. Ça, c'était un énorme risque, la scène des 2 sœurs. So the shot that you speak of is one of those shots that I have to remind myself to allow myself to dare to do, because there's always something kind of tantalizing about the rupture of realism that it occurs. It also happened to be the first shot for Clotilde. It was her first moment on camera, and Léa at this point knew her character very well and knew what I needed and wanted from her very well. So she was very still and always exactly in her place. But it was very difficult for Clotilde to get with the program in this way, that when we would start filming, her face would harden, as it often does for a first day of shooting, and so I was shouting at her, and when we eventually got it right, Léa turned around and said, "Welcome to the club." And so, yeah, making a film is a lot of fun, but it's also a violent experience. And this film was done with grace very much. And when I spoke earlier about cinematographic writing, I was speaking exactly of these shots that I dare to make for the beauty of them, even though my producer tends to always think they're the ones we're not going to manage to edit. That's true for Theo in the window behind the glass when they're having breakfast. We shot it a few times with them, just sort of at breakfast without him, and I kind of threw him in the last, and when Said Ben Said saw it, he was like, we're not going to use that one. And so it's always these exaggerated scenes, like the one where they're lying stomach down in the grass, and all of these are kind of the directorial desire that I keep on having to remind myself to follow, because to vanquish without danger is to triumph without glory, and I think that if you work without risking anything, it's not worth it. Great. Okay, we'll go to the audience. Who has a question? Okay, so for example, you could ask about... Yes. The Book of Pleasure is my Bible in my school, and I was wondering whether there's any authors that you couldn't include in it for various reasons. Non, mais il y en a. Pour la réimpression, il y en a 1 ou 2 qui se sont retirés. No, but when we reprinted it, a few authors asked to be taken out. Any other questions? Yes. Do you want? Can I ask about a previous film? Mm-hmm. So Yes. in the
I love your film. There's a film previously, Anatomy of Hell, yeah. And I remember that the man, we're not sure if he's heterosexual or he's still He's gay. Almost homosexual, but there's this scene that he drink the water that the women put her tampon in the water, so the blood is in the water, and he drink it. So do you think that still make him heterosexual? Well, what is that? Yeah. Incredible non, question. mais bon. Il ne le boit pas, d'ailleurs. Rocco était très dégoûté alors que c'était de la grenadine ou quelque chose comme ça. C'est Amira qui prend très violemment le verre et qui le boit avec une violence très sauvage. Mais ce n'était pas un homosexuel, parce que la définition est très précise, un homme qui n'aime pas les femmes. Et ça, c'est tous les hommes. Je veux dire qu'il fait des lois contre elles, et il faut dire que historiquement, et ça continue, pas en France, pas probablement ici, mais quand même dans beaucoup de pays où ils n'ont pas notre chance, les femmes sont mises sous tutelle, on ne veut pas qu'elles soient instruites. Moi, je n'avais pas le droit de devenir metteur en scène, comme vous voyez, donc c'est tout récent que les femmes occidentales commencent à avoir le droit d'être instruites, le droit de faire ce qu'elles veulent et tout. Il y avait des lois pour dire qu'elles étaient sous tutelle permanente d'un homme. Et qui faisait ces lois? Les hommes. Alors ça s'appelle ne pas aimer les femmes pour moi. Aucun homme n'aime les femmes que de manière très récente. Mes fils, par exemple, ils ont beaucoup changé par rapport à leur père. Eux, ils aiment leurs femmes. Ils ne veulent pas les mettre sous tutelle pour être sûrs qu'ils sont supérieurs. Parce que je crois que ça vient de là, l'angoisse de l'homme, de ne pas être peut-être supérieur en intelligence. La force, il l'a, mais l'intelligence, ou le savoir et la culture, il a besoin de dominer la femme. Il croit que c'est comme ça qui va lui plaire. Moi, personnellement, ce genre d'homme que je trouve assez stupide, c'est pas forcément ce qui me plaît, quoique. So Rocco actually doesn't drink the water. He's quite disgusted, even though he was only grenadine, and Amira takes it wildly away from him and drinks it herself. There's a bridge that I'm going to try and honor, but I don't really know. That he is not homosexual because if the definition of not liking women would be that if we're talking about not liking women, most men don't like women in the way that the laws are and the jurisdictions are made to keep them under perpetual tutelage and to try and restrict their education, as I myself wasn't able to become a director when I wanted to. It's a very recent thing. And maybe men are starting to like women in certain cases. My sons are very different, and they don't try and play out their superiority or their inferiority complexes in the same way. And I think that the root of that is this feeling of inferiority, because even though they have some forms of strength, they don't necessarily have the intelligence or the culture, and so they try to dominate women for that reason, and I think that's and they tried to seduce us through this domination, which isn't really my thing, except sometimes. Mais non, parce que moi j'ai quand même été élevée dans la littérature que j'adore, avec j'adore Rogojine, c'est quand même un macho qui en plus tue Nastasia Filipovna, et quand même elle a le désir presque d'être tuée, et c'est quand même c'est magnifique, c'est quelque chose en littérature de magnifique et qui pose des questions troublantes. Et bon, j'aimais Red Butler qui est un horrible macho. Bon, j'adore Henri Miner qui est absolument abominable avec les femmes, ça me dérange pas. La misogynie, si on est un grand écrivain ou si c'est des grands livres. Mais dans la vie, c'est pour ça que moi je fais une telle grande différence entre la fiction et la vie. Ah, dans la vie, ça me dérange, ça fait plus que me déranger, ça me révolte.
In literature, I love Rogojin, who kills Filipovna, who almost has this desire to be killed, which in literature can be a very sort of unsettling question that has a space of audibility there. I also really love Red Butler, who's a horrible misogynist, or Henry Miller, who's abominable with women. But misogyny is okay if you're a great writer, whereas in life, it's very different. In life, it revolts me. Par contre, j'ai vraiment été élevée toute petite, parce que j'ai lu très 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 jeune, à 12 ans, la littérature masculine, mais qui était effarante contre les femmes, et avec une vue de la sexualité, d'une brutalité, d'une méchanceté, d'une violence et d'un mépris des femmes incroyable, mais si bien écrit. Because I discovered very young, when I started reading just at the age of 12, this sort of wide span of masculine literature, which was expressing such brutal sexuality and such absolute contempt of women, but that was so well written. How old is the boy in the movie? 16? Quel âge il a, Théo? 17 ans. 17. Dans la vie comme à l'écran. Il passait In son life bac as on le the matin, screen. il faisait sa première scène d'amour l'après-midi. He was getting his high school diploma on one morning and doing his first love scene that same afternoon. You are so lucky you don't have a diary. Quelle chance on a are we lucky, Rishi? She Tu as beaucoup de chance de ne pas avoir un journal intime. had to. Never mind. Don't worry. You know, you made Bluebeard and Sleeping Beauty, and you were meant to make Beauty and the Beast, the third in the fairy tale trilogy. Is it not possible to read into this film, in which I know there is a scene where she reads from The Little Mermaid, but is it not possible to read into this film some elements of Beauty and the Beast? Est-ce qu'on ne voit pas un peu de La Belle et de la Bête dans ce film quand même que vous deviez faire? A woman who does, in the end, side with the Beast, Une femme qui finalement rejoint la bête. or is herself, Peut-être est la bête. perhaps rather beastly. Non, ça je crois pas. Quand j'ai fait Barbe Bleue, c'est évidemment le conte préféré de mon Or the enfance. Or, qu'est-ce que c'est que Barbe Bleue? C'est hallucinant. C'était toutes les petites filles françaises, en tout cas, lisaient Barbe Bleue vers 6-7 ans. Or, Barbe Bleue, c'est pas un ogre. Hein. C'est un serial killer. C'est le premier serial killer de l'histoire de l'écriture des romans. C'est le premier serial killer, et on apprend donc aux petites filles d'aimer l'homme qui les tue. Parce qu'elle choisit de l'épouser, elle n'est pas forcée. En même temps, elle croit qu'elle va toujours s'en tirer menée par le bout du nez. Ça, c'est l'arrogance des femmes. C'est là comment j'ai pas entendu. C'est l'arrogance des femmes. So no. And then when we think about what Bluebeard is, which was my favorite tale as a child, in which most little girls got exposed to around the ages of 6 or 7, when you think about really what it's saying, because Bluebeard is not an ogre, he's a serial killer. He's the first serial killer. I meant Beauty and the Beast, though, but it's okay. We'll keep No, she going. just went on Bluebeard. Okay. Yeah. He's the first serial killer in the history of literature that teaches women to love the men who kill them, and then in the end she willfully chooses to marry him even though she doesn't have to, because she somehow thinks that she's still going to be able to lead him as she wants him to, which maybe is also a fault of women's arrogance. Alors, quand j'ai fait la Sleeping Beauty, bon, c'était un autre conte de Perrault, c'était très facile d'avoir l'argent, il faut bien le dire. Facile. Mais très vite, moi j'aime les contes d'Andersen plus que les contes de Perrault, à part Barbe Bleue, Erika à la houppe. Donc je me suis dit, j'en ai fait une petite fille, hein, c'est pas à 16 ans qu'elle se transperce la main du fuseau, c'est beaucoup plus petite. Du coup, ça me permettait d'aller sur la Reine des Neiges et que ce soit une aventurière, qu'elle parte à l'aventure. Et ça, c'était mon côté quand j'étais petite fille. J'aimais beaucoup un livre qui s'appelait « Suzy risque tout ». Et en fait, la Belle au bois dormant, après, j'ai voulu qu'elle soit transformée en une
oui, une aventurière, guerrière qui déjoue et qui affronte, enfin, une fille, garçon manqué, quoi. Et bon, après je passe à La Belle et la Bête. Hein. D'accord. We'll get to yeah. Sleeping Beauty was surprisingly easy to finance because it's a Perrault tale, which in France would have a certain patrimonial value. But I have to say that I've always liked Anderson's tales more than Perrault's version, except for Bluebeard. And so in my Sleeping Beauty, I made her a much younger girl than she is in the tale. She wasn't 16; she's younger than that when she spikes her finger. And this was necessary to allow her to eventually sort of become the Queen of Snow and to go on this whole kind of adventure, because as a child I was I liked a lot a series called Susie Risks It All, where you had this kind of warrior-like child who was boyish in ways and had these kind of confrontational adventures, which I wanted to have here, and now with Beauty and the Beast. Oui, et alors quand j'ai voulu faire La Belle et la Bête, moi, je pensais qu'en réalité, parce que les contes ont toujours un sens, comme ils sont faits pour les enfants, le sens est complètement occulté. Pour moi, la bête n'est en aucun cas une bête, c'est l'homme, c'est le prince charmant. C'est un homme, donc c'est la fascination de cette jeune fille pour l'homme, en fait. Et il faut que ça soit déguisé en bête. Mais en réalité, c'est l'attirance pour la bestialité de l'homme, mais quelque chose qui en même temps est tragique et beau, qui est notre nature humaine, parce que il faut savoir que la survie de l'espèce humaine passe par le sexe et le désir. Sinon, il n'y a pas de survie de l'espèce humaine. Or, il n'y a pas un philosophe qui a réfléchi à ça, pas un. On nous culpabilise, on nous rend tout ça laid et saumâtre. Et c'est tout autre chose. Et moi, c'est un sillon que dans le cinéma, j'ai obstinément creusé. Mes films sont toujours plus ou moins sur le désir et sur le sexe, mais d'une manière scrutatrice. J'essaie de voir, moi je pense que je suis un entomologiste, j'essaie de voir comment les gens font l'amour, comment ça peut être de la dépravation, du plaisir, ou alors ce que j'appelle le corps transparent, et où justement la jouissance et l'extase rejoignent totalement l'extase divine. Et ça n'a rien de sale, rien. Et on nous a coupé en deux, parce que vous voyez, le cinéma, on a séparé la fiction qui nous fait homme, parce qu'on a de la pensée et des sentiments, et le sexe, c'est de la pensée, le désir, c'est de la pensée. Et le sexe lui-même, où c'est le mécanique et c'est le cinéma porno. Moi, personnellement, je ne me reconnais pas dans le cinéma porno et je le refuse. Alors, j'ai envie de montrer autre chose. For Beauty and the Beast, because in fairy tales, as they're written for children, the meaning is always occulted in this way. The beast for me is, of course, not a beast, but a man, and even Prince Charming, who is disguised as such to be able to treat or to talk about the attraction for man's bestiality and everything that is tragic and beautiful about it. And what's tragic and beautiful about it and necessary, which comes back in my films, is the way in which sex and desire is necessary for the survival of the species, which apparently not a single philosopher has thought about, in making it a source of guilt and an ugly thing, and this is why this is a furrow that I have obstinately tried to dig for myself within French cinema, where all of my films do in some way have to do with sex and desire, which I try and scrutinize like an entomologist would, asking how all of the different ways in which the sex and desire come up, either in its more depraved version or in
again, what I call the transparent body, when pleasure and ecstasy come to join some kind of divine ecstasy, and where there's absolutely nothing dirty there. And so in this way, it's as though we have been cut in half through the dislocation of fiction and cinema, where on one hand, thought and sort of the activity of fiction, which is inherently sexual, is separated from the mechanical sex that we see in porn. And I personally don't recognize myself in the kind of mechanical sex that porn represents, and I'm revolted by it. Je pense que les metteurs en scène ont un impératif à recoller les metteurs en scène de fiction à recoller le corps humain, que le sexe ne soit pas séparé du reste du corps. And I think fiction filmmakers have the duty of sewing these two pieces of the human body back together, of bringing sex and the rest of or the possibility for the transparent body back into one. Et vous savez, Rocco Siffredi, qui certes fait des films porno que je déteste, il le sait, mais bon, qui quand même, à Rome, était une star absolue quand j'ai fait Romance. Alors les journalistes romains lui disaient « Rocco, nous, Caroline et moi, on n'était rien. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir fait, vous qui êtes un acteur de films porno ?» Alors là, il a rectifié. Non, je suis une porn star, je ne suis pas un acteur de films porno, parce que personne n'est acteur dans les films porno. Personne. Parce que les films porno, il n'y a pas de fiction. Dans le film de Catherine, il y a de la fiction. Il n'y a pas d'acteurs de films porno, ça n'existe pas, ils n'ont rien à jouer. Et il a ajouté, moi j'aime faire des films porno, je n'ai pas honte, je ne suis pas en train de dire... mais pour moi, ce n'est en aucun cas du cinéma, ce sont des godemichés audiovisuels. So in Rocco Siffredi, who he knows how much I hated his porn work. When we were in Rome to open Romance, he was always sort of hailed by the journalists for whom we were nothing with Carolyn. They were not very interested in us, but they would always ask him about him as a porn actor, and he was always say, "No, I'm not a porn actor. I'm a porn star," because there's no acting in porn, because there's no fiction there. Whereas in Catherine's film, there is fiction, and there I act. Does anyone have any questions about that? Oh, sorry, I forgot the thing. Merci. And because in this way, right, because there's no fiction in porn, what there is visual dildos is really all that can be said about it. Okay. If you have questions about it, take it to your analyst. We're done. Thank you very much.